50% des plus de 55 ans et 23% des personnes âgées entre 18 et 24 ans espèrent que Noël soit déjà terminé. Alors vous imaginez, le joyeux Noël, les cadeaux, le sapin, etc. Ça les pré-saoule, ils en ont déjà marre avant même. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors le titre de ce podcast l'explique évidemment, c'est ce sentiment d'hypocrisie sur lequel on va s'arrêter. Pourquoi on a le sentiment de devoir faire preuve d'hypocrisie ou bien que d'autres font preuve d'hypocrisie? On verra dans un deuxième temps les moyens d'identifier les priorités de Noël, mais pas que de Noël, parce que c'est valable pour le jour de l'an, mais c'est aussi valable pour les fêtes de famille, de manière générale. Et puis on terminera sur les stratégies pour vivre ces événements, que ce soit Noël ou les fêtes de famille, de manière authentique, pour se régaler, en profiter soi et vivre du bonheur en solo, en couple, en famille, en belle famille, avec les amis. Je m'appelle Pascal Kionkion et je suis ravi et je me sens même privilégié d'être avec des personnes qui ont compris que aimer, ça s'apprend et que par voie de conséquence, construire un couple heureux, ça s'apprend. Plusieurs parmi nous ont déjà vécu des Noëls dans lesquels on a vu qu'il y en avait un qui se mettait à part, il n'était pas à l'aise. Il y a eu des Noëls dans lesquels il y a eu des explosions, parce qu'il y en a un qui a mis les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, ou qui a envoyé valser la dinde. Certains qui n'ont pas été contents du tout du cadeau qu'ils ont reçu, parce que ça les a saoulés, on a l'impression qu'on se moquait d'eux, soit parce qu'il avait une valeur considérée comme inacceptable pour une fête comme Noël, soit parce qu'il n'était pas du tout en adéquation avec la sensibilité de la personne à qui on l'avait offert. Et si c'est vous, vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Noël, c'est vraiment une fête qui peut passer au désenchantement. Et une des raisons principales qui peut conduire Noël à devenir le moment du désenchantement, c'est effectivement cette question de l'hypocrisie. Pourquoi cette hypocrisie à Noël? Pourquoi cette volonté de faire semblant? Alors, juste peut-être pour savoir, peut-être que vous ignorez l'étymologie de l'hypocrisie, ça vient d'hypokritos en grec qui veut dire acteur. Donc quelqu'un qui fait preuve d'hypocrisie, c'est un acteur. Même si on joue bien, on sait que c'est pas vrai. Alors vous pouvez vous amuser à essayer de bien faire, mais ceux qui vous connaissent peuvent savoir que c'est pas vrai. Mais le plus important, c'est que vous savez que ce n'est pas vrai. Que vous êtes en train de jouer un rôle, de faire comme si. Et c'est ce qui fait que quand vous rentrez dans la voiture, ou quand vous vous êtes séparés, que quand vous avez fini ce moment que vous avez passé en famille, ou même peut-être parfois juste en couple, vous vous rendez compte que c'était pas top, parce que vous avez conscience que vous n'avez pas été vrai, vous n'avez pas été vous, vous avez fait semblant, vous avez donné le change, vous avez donné à croire, prêté à croire, mais en fait, ce n'est pas ce que vous vouliez émettre, ce n'est pas à qui vous êtes. C'est ça l'hypocrisie. Et ça vous détruit. Parfois c'est à petit feu, parfois comme il y a Noël, jour de l'an, anniversaire de mariage, et peut-être une fête de famille, ça va, c'est assez espacé dans le temps. Mais à chaque fois, quand même, vous vous rendez compte que ça vous impacte, que vous vous impactez par l'hypocrisie. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire preuve d'hypocrisie. Il n'y a rien qui vous contraint à ça. Pourquoi faites-vous preuve d'hypocrisie? Noël, c'est, comme les fêtes de famille, une forme d'injonction à la joie. On se sent obligé de faire preuve de joie. Et une des réponses à pourquoi faites-vous preuve d'hypocrisie, ou pourquoi les personnes qui vous entourent font preuve d'hypocrisie, parce qu'il est possible que vous voyez votre partenaire faire preuve d'hypocrisie, et au point que vous avez l'impression d'être avec quelqu'un d'autre quand il est en famille, parce qu'il est bon en train, il rigole, il se marre, il fait des blagues, et puis quand vous rentrez dans la voiture, il n'y a plus personne. Parfois c'est l'inverse. Vous avez quelqu'un à la maison qui est jovial, qui est sympa, et puis quand il va retrouver la famille, parce que c'est votre famille, belle famille, votre frère, votre sœur, ou je sais pas qui le déteste, vous voyez que votre partenaire, paf, il a switché dans un autre rôle, dans le rôle du boudeur, dans le rôle du casse-pied, dans le rôle de celui qui met les pieds dans le plat, ou de celui qui n'est pas intéressé, ou qui lance des piques, et c'est pénible. Alors, il pourrait vous dire, mais je ne veux pas être hypocrite, je ne supporte pas un tel ou une telle, c'est normal que je le fasse savoir, puisque je me sens contraint de venir. Si je ne venais pas, il y aurait un problème conjugal, peut-être familial. Alors, comme il y a cette injonction à la joie,
Et en plus, cette volonté de faire que ce soit un moment parfait, c'est vraiment propice à l'hypocrisie. Parce que quand la joie vient de l'extérieur, avec une demande externe, une sorte de poids, d'obligation, ça encourage à l'hypocrisie. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez raison de faire preuve d'hypocrisie, ou votre partenaire ou votre enfant a raison de faire preuve d'hypocrisie. Mais ça encourage. Vous voyez, quand un de vos enfants se retrouve avec sa grand-mère et qu'il n'a pas envie de la voir et qu'il doit lui dire merci mamie, lui faire la bise alors qu'il trouve qu'elle pique ou qu'elle sent mauvais, ou qu'il n'a pas envie de contact avec elle, vous le formez à l'hypocrisie. Quand on dit allez on y va tous, on y va, on se met sur la photo, on sourit, vous vous entraînez à l'hypocrisie. Parce qu'il y a cette injonction externe qui met une pression sur le devoir, sur l'obligation. On fait des cadeaux parce qu'il faut faire des cadeaux, on ne fait pas des cadeaux parce qu'on aime la personne à laquelle on fait un cadeau. Et puis on mange plus, et puis on cuisine plus, on fait plus de courses, et puis il y a plus de bruit, et puis il y a plus de tant de ces choses qui font que peut-être on a envie de moins en moins d'y être, de moins en moins de vivre ce genre de rencontres, parce que ça nous saoule, parce que c'est trop lourd, parce que c'est pénible, parce que ça suscite l'envie de faire semblant. Et qu'est-ce qui peut être plus lourd que de faire semblant d'aimer, que de faire semblant d'être joyeux, que de faire semblant de faire plaisir? Vous voyez, c'est très abîmant en soi. Et peut-être que la première invitation que je peux vous faire à ce stade du podcast, c'est de vous dire, peut-être est-il temps que vous acceptiez de ne pas faire semblant. Je choisis de ne pas faire semblant. Pour ce Noël, pour ce jour de l'an, pour ces fêtes-là, je vais choisir de ne pas faire semblant. On pourrait le dire en forme positive, parce que je l'ai formulé en négatif, de ne pas. Je choisis d'être moi. Je choisis de ne pas être hypocrite. Ah, je sais que c'est dangereux, c'est risqué, et peut-être que vous vous demandez, oh là là, j'espère que c'est pas ce qui va se passer dans ma famille, parce que si mon fils, ma fille, mon conjoint, ma mère ou ma belle-mère décide de ne pas être hypocrite et qu'elle rentre dans l'art de mon conjoint, ou qu'elle envoie ce qu'elle pense sur mon fils, ou que mon fils rabrousse sa grand-mère ou son grand-père, ou va envoyer bouler sa cousine, l'ambiance risque d'être secouée. Dites-moi, qu'est-ce qui prime ? L'ambiance ou votre partenaire? Est-ce que l'ambiance a plus d'importance que votre fils ou votre fille? Est-ce que c'est plus important de veiller au bien-être de l'ambiance qu'à votre bien-être à vous? Je vous laisse réfléchir à ça. Et peut-être que vous pouvez prendre votre cahier de vie, prendre votre stylo bleu. Si vous n'avez pas de cahier de vie, prendre un cahier ou un papier libre, une feuille blanche, et écrire ce que vous pensez de ce que je viens de vous poser comme question. Est-ce que ce qui prime, c'est l'ambiance? Ou est-ce que c'est vous? Est-ce que l'ambiance est plus importante que votre fils ou votre fille? Est-ce que c'est prioritaire de veiller à maintenir une bonne ambiance que d'inciter votre partenaire à être lui? Pour une fois. Après tant d'années. En couple, ça peut être pareil. Parce que peut-être que vous allez vivre Noël, jour de l'an, en couple, peut-être que vous vivez des anniversaires de mariage ou de rencontres, et que vous faites aussi mine d'être heureux, mine de vouloir être joyeux, et d'être là, de faire un cadeau, d'avoir choisi le cadeau avec précision, parcimonie, en étant précis, mais qu'en fait ça vous a gonflé, ça vous a saoulé, et que vous avez fait semblant. Je vous invite à ne plus faire semblant. Non. Ni en famille, ni en couple. Ni à Noël, ni au jour de l'an, ni pour l'anniversaire de mariage, ni pour l'anniversaire, ni pour la fête de je ne sais quoi. Ne pas faire semblant. Il faudrait que vous puissiez peut-être imprimer l'idée qu'à chaque fois que vous faites semblant, vous vous abîmez vous-même. Oui. Je n'ai rien à faire des autres qui sont autour. Ce qui prime là maintenant, c'est vous. Et je ne veux pas, je ne tiens absolument pas à ce que vous vous abîmiez en quoi que ce soit. Vous pouvez vivre sans faire semblant, sans faire preuve d'hypocrisie, sans chercher à plaire. Et peut-être que si vous commencez à voir poindre une velléité profonde, intense, peut-être même serrée, compacte de vouloir ou de devoir plaire, c'est le moment de vous poser la question. Pourquoi vous mettez cette pression? Parce que personne
ne vous oblige à plaire. Ah oui, vous allez me dire, mais Pascal, si, mon partenaire, mon père, ma mère, ma belle-mère, mon beau-père, mes enfants me disent, allez papa, ressaisis-toi, on y va, allez, c'est chouette, voilà. Ils vous le demandent. J'entends, ils mettent une pression sur vous. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir cette pression. Vous n'êtes pas tenu non plus d'envoyer bouler tout le monde et de dire maintenant, lâchez-moi, j'en ai ras-le-bol, allez vous faire voir. Et vous pouvez trouver un équilibre pour ne pas aller dans cet extrême où envoyer tout le monde et ne pas vous cantonner dans la posture de celui ou de celle qui doit plaire. Plaire n'est pas un devoir. Je veux que vous vous aimiez vous. Comment pouvez-vous envisager d'aimer votre partenaire et vos enfants avec justesse quand vous n'êtes pas capable de vous aimer vous, que vous n'arrivez pas encore à le faire? Une des étapes nécessaires pour apprendre à s'aimer soi, c'est d'accepter de ne pas plaire ou accepter de déplaire. Accepter d'être vous et de se présenter en tant que vous à l'autre, même si vous savez que ça va lui déplaire. Je sais que ça peut secouer mémé. Je sais que ça peut briser des relations. Je sais que ça va changer des regards qu'on pose sur vous. Je sais que ça va secouer, peut-être vous secouer vous-même, et c'est pour ça que vous êtes campé dans peut-être une peur de vous dire, mais si je me laisse aller, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas à vous de savoir ce qui va se passer si vous vous laissez aller. Ce qui est votre mission, c'est d'être vous, de vous aimer vous, de vous respecter vous. Je ne dis pas de vous aimer vous au détriment des autres, mais je vous demande de vous aimer vous avant d'aimer les autres. Puisque, sans surprise, vous savez ne pas pouvoir aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Il y a comme un plafond de verre en fait. Vous pouvez aimer les autres jusque là où vous vous aimez vous-même. Il n'est pas possible que vous vous aimiez vous-même à ce niveau-là et que vous aimiez les autres au-dessus. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une chose que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une aptitude que vous n'avez pas. Un regard que vous ne posez pas. Ce que vous donnez en amour, c'est ce que vous avez déjà. Tout ce que vous offrez à l'autre, c'est ce que vous possédez déjà. Vous avez donc besoin de prendre connaissance de ce que vous possédez, de qui vous êtes réellement pour offrir à Noël, au jour de l'an, à l'anniversaire de mariage, à la fête de machin ou à l'anniversaire de grand-mère, ce que vous êtes, qui vous êtes, la beauté profonde qui est inscrite en vous. Et ne vous dites pas que parce que ça va déplaire, c'est moche. Ne vous dites pas que parce que c'est peut-être sujette à critique, que c'est pas bien, que c'est mal. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous accepter dans ce que vous n'aimez pas, de vous accepter dans ce que vous ne supportez pas, de vous accepter dans les goûts qui sont les vôtres, de vous tendre la main, de vous prendre dans les bras quand vous voyez que vous n'aimez pas une chose, que vous ne voulez pas une chose et que vous ne voulez pas être hypocrite. C'est une bonne chose. C'est vertueux d'être l'inverse de l'hypocrisie, inverse s'il pouvait exister, mais d'être autre qu'hypocrite, à savoir intègre. Intègre. C'est quand je regarde le recto et le verso de qui je suis le même. Quand je suis moi à la maison avec mes beaux-parents ou avec mes enfants ou à un mariage, on ne se dit pas, oh là, on dirait un autre Pascal. Waouh, comme il est différent. C'est pas le même qu'à la maison. J'ai vécu ça pendant toute mon adolescence et mon enfance. À avoir un parent, en l'occurrence ma mère, qui n'était pas la même en public qu'à la maison. Au point même que quand on rentrait à la maison, on se disait, aïe, 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 comment ça va se passer à la maison? En public, c'était génial, sublime, superbe. Non, ne vous infligez pas ça. Proposez-vous, accueillez-vous, construisez-vous dans une aptitude à être vous, que vous soyez en couple, que vous soyez avec vos enfants, avec votre famille, vos amis, à Noël, au jour de l'an, à l'anniversaire de mariage ou de la grand-tante, vous êtes vous, on vous reconnaît. On dit, tiens, ah oui, je me souviens que toi, tu n'aimais pas. Ah oui, toi, je vois que tu raffolais de ça. Et c'est tout à fait normal que vous soyez vous. Il est anormal de vous camper dans l'hypocrisie. Et je n'aime pas cette approche de l'hypocrisie. Je ne peux pas l'encourager. Même quand c'est pour vouloir faire plaisir à quelqu'un, et les 50% des plus de 55 ans qui détestent Noël sont inscrits dans cette démarche du devoir. Il va falloir
sourire, il va falloir faire plaisir, il va falloir se retenir et pas dire à son fils ou à sa fille qu'on a l'impression qu'il éduque son enfant comme un dimanche, ou de dire à sa belle-fille qu'elle est habillée comme un manche, ou bien de dire à son neveu que ça, si et cela, ça se fait pas. Parce qu'on est dans tellement de retenue et de devoirs de prestance. Et c'est pareil pour les 18-24 ans, ils ont envie d'être eux, brut de décoffrage, vraie nature, franchement, parler avec leur langage. Et peut-être que c'est intéressant pour nous d'être, en tant que parents, sachant que moi je suis papa de deux jeunes adultes qui viennent passer la vingtaine, de se dire, mais j'ai peut-être besoin d'accepter et d'utiliser ces moments festifs pour accepter mes enfants comme ils sont. J'ai besoin dans ces moments festifs d'accepter mon partenaire comme il est. Et de le laisser se régaler. D'accepter qu'il se régale, que ce soit un beau moment pour lui, que quand il revient, qu'il se dise, purée, c'était génial, j'ai envie de revenir. J'ai envie de revivre cet événement. Je pense à un Noël dont je vous parlerai plus tard, dans lequel un des membres de la famille n'a pas voulu venir. On a fêté Noël sans lui. Parce qu'il y avait cette injonction de joie, cette injonction de fête, cette injonction de devoir, et tous ces devoirs qui faisaient que il y avait le sentiment d'étouffer, c'est trop, c'est trop. Ne vous faites pas ça. Faites-vous du bien. Aimez-vous. Et pour ce faire, une chose qui peut être aidante, c'est d'identifier les vraies priorités de l'événement. Que ce soit Noël, jour de l'an, anniversaire de la grand-tante, de l'oncle, je sais pas, commémoration, quelle qu'elle soit. Pourquoi en 2 mots et pourquoi en 1 mot je vais m'associer à ces personnes qui seront présentes. Quand je dis pourquoi en 1 mot, c'est un pourquoi qui s'enracine dans le passé. Ceux que j'accompagne reconnaissent là tout à fait une chose que j'ai déjà partagée en de nombreuses occasions, notamment dans le cas de séminaires, je crois que j'en ai parlé pendant les séminaires bases fondamentales de la vie à 2. Quand je réponds à ce pourquoi en 1 mot, je m'interroge sur les raisons qui, dans le passé, font que je veux être à cette fête de Noël, du jour de l'an, de l'anniversaire d'un tel ou d'une telle. Et quand je m'interroge sur le pourquoi en 2 mots, je m'interroge sur le but dans lequel je vais à cet événement. Donc du coup, j'ai 2 pans. Celui qui concerne le passé, j'y vais parce que c'est une personne que j'aime, je suis attaché à elle, on a vécu des événements intéressants, j'ai une relation avec elle qui est comme ci, comme ça, et que je veux peut-être lui faire plaisir, lui montrer mon amour, je veux ceci et cela. C'est toutes les raisons du passé. Et puis, on va se projeter sur un pourquoi en 2 mots, en regardant maintenant ce que l'on veut construire à partir de maintenant. On ne tient plus compte du passé. Je veux désormais, à partir de l'instant T, construire ceci avec elle. Je veux avoir un mode relationnel qui ressemble à celui-ci. Je veux me projeter dans une relation dans laquelle il y aura ceci et ceci en plus, ou ceci et cela en moins. Je veux tout cela. Vous voyez que le gros avantage de s'interroger sur ces 2 pourquoi, le pourquoi du passé et le pourquoi dans quel but de l'avenir, c'est que je peux me projeter sur un avenir dans lequel je vais négliger des éléments du passé. J'ai souffert de la relation avec cette personne-là. Et pendant des années, je n'ai pas voulu être à la même table qu'elle. Et désormais, grâce au 2e pourquoi, je pourrais me projeter pour. J'ai raffolé de certaines choses que j'ai vécues avec telle ou telle personne, et je sais que si je vais à cette fête-là, et qu'elle n'est pas présente, je souffrirai de son absence. Et en même temps, je veux y aller parce que je veux vivre tel événement en étant en mesure de me projeter dans une construction de moi-même, dépasser des souffrances que j'ai, des peurs, des angoisses et anxiétés. Je veux apprendre à vivre en l'absence de cette personne, ou en présence des autres alors qu'elle n'est pas là. Je veux construire des choses sur moi, et vous voyez que ces 2 pans peuvent nous éclairer sur les raisons pour lesquelles on veut vivre un événement, que ce soit Noël, jour de l'an, fête d'anniversaire, etc. Répondre à les priorités pour ces événements-là. Qu'est-ce que je veux vivre? Et c'est une manière de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que je veux vivre? Cette question peut être dissociée de ces événements de fête, d'ailleurs, parce que je crois qu'on la pose trop peu fréquemment. Le matin, quand on se réveille, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma relation de couple? Qu'est-ce que je veux vivre avec mon partenaire quand il rentrera du boulot? Parce que si je sais répondre à
pourquoi en 2 mots. Ma manière d'accueillir mon partenaire quand il rentrera du boulot sera bien différente du pourquoi en un mot peut-être. Et elle sera aussi différente de il rentre du boulot, si tu veux que je te dise, moi. Je suis ni dans un pourquoi du passé, ni dans un pourquoi de l'avenir. Il rentre. T'es rentré? Ouais. Ouais. Salut. Je suis dans le bureau. Par contre, si je sais pourquoi je vais l'accueillir, ma manière de l'accueillir va être différente. Je sais que je vais semer quelque chose que je veux récolter. Je sais que je veux semer quelque chose que je veux voir pousser dans mon partenaire ou dans la relation. Je sais qu'en même temps, c'est pas parce que je vais le semer que j'ai la maîtrise de ce qui va pousser. Mais je sais que si je ne sème rien, quelque chose poussera. Mais assurément, bien moins, dirais-je, bien moindres sont les chances que ce qui poussera corresponde à ce que je voulais qu'il pousse. Par contre, si je sème, j'ai pas 100% de réussite, mais j'ai plus de chances que ce que je veux voir pousser pousse. Alors je vais semer. Je vais semer en me fondant sur le pourquoi historique et sur le pourquoi présent pour construire l'avenir. Je précise juste entre parenthèses que je ne peux que semer au présent, jamais à l'avenir. Je sème au présent pour voir pousser à l'avenir. Parce que je ne connais pas de graines, sauf dans Astérix Mission Cléopâtre avec Jamel Debbouze, là, où quand on jette les graines, foum, le palmier pousse d'un coup. Ça, c'est dans les films, mais dans la vraie vie, on sème aujourd'hui, on récoltera demain. Donc, je vais répondre de pourquoi, pour ancrer les vraies priorités, savoir où je veux me projeter, me positionner. Pourquoi je veux me positionner? Et vous avez compris les 2 pourquoi. Et donc, je vais définir mes intentions authentiques. Et pour ce faire, j'ai besoin de rentrer en moi. Et rentrer en moi sans mon partenaire. Je suis tout seul, isolé. Mon partenaire est là-bas, dans la cuisine, au boulot, à la maison, au garage, dans le jardin, que sais-je. Et je vais rentrer en moi, en solo, en me disant, Pascal, pourquoi tu veux vivre? Pourquoi du passé, pourquoi à l'avenir? Au présent, pourquoi tu veux vivre ces fêtes de Noël? Pourquoi tu veux y aller? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Qui tu veux être quand tu seras là-bas? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Qu'est-ce que tu ne veux pas vivre? Et j'y reviendrai tout à l'heure. Quels moments sont importants pour vous? Quels moments? Pourquoi sont-ils importants pour vous? Ce sera une façon de ne plus se forcer et donc de mieux aimer. Alors, peut-être que ça peut en secouer quelques-uns, parce qu'ils se disent, mais en fait, est-ce que si on se force pas, ça veut dire qu'on aime mieux? Pas nécessairement, non. Mais si on se force et que le cœur n'y est pas, on n'aime pas. Quand je dis le cœur, je ne parle pas de l'émotion, mais la volonté de faire que l'autre se sente aimé. La volonté de faire que, pas que l'autre se sente contenté, pas pour lui faire plaisir, mais qu'il se sente aimé. Je n'encourage pas à faire en sorte qu'on agisse pour que l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Non, non, non. Je préfère qu'on agisse pour dire à l'autre qu'on l'aime, pour montrer à l'autre qu'on l'aime, pas pour lui faire plaisir. Ne pas confondre faire plaisir et aimer. Je ne m'arrête pas là-dessus. On aura l'occasion de le faire, je pense, lors d'une activité, d'un webinaire Aimer, ça s'apprend, qui ont lieu un mardi sur 2, les week-ends pairs, symboliquement, comme pour le couple. Hein. Donc on va prendre le temps de clarifier ses propres besoins, de savoir où on en est, de s'orienter vers soi dans le calme, la sérénité, en l'isolement, pour redonner du sens aux raisons pour lesquelles on veut faire les choses. Je sais pourquoi je veux y être. Je sais pourquoi je ne veux pas y être. Je sais jusqu'où je veux y être. Je sais là où je poserai mes limites. Mais ça, je le fais la tête froide, en toute sérénité, avec bienveillance. Une attention, je dirais, belle, construite, ciblant un équilibre dans ce qui montrera mon amour aux autres et en même temps ce qui montrera mon amour pour moi, à moi-même. Ça nous fait glisser doucement vers la 3e partie que je vous ai annoncée, qui est des stratégies pour vivre un Noël authentique. Alors déjà, commencez à y travailler, puisque dans cet exercice réflexif, on se retrouve tout seul, face à soi, dans
un travail d'écriture, de réflexion, peut-être même de méditation si on veut. On est déjà dans cette démarche pour faire en sorte de vivre un Noël sans hypocrisie. Donc voilà, pour vivre un Noël authentique, c'est le verso de sans hypocrisie, ou en étant intègre, je propose d'abord qu'on fasse preuve d'une honnêteté et d'une bienveillance. On va coupler ces deux éléments-là. Ça veut dire que je ne vous invite pas à faire preuve d'une honnêteté brutale. Non, non, ça je déteste, lâche-moi avec ça. Ça, c'est l'honnêteté brutale. On peut dire la même chose, avec le même fond, avec un autre état d'esprit. L'honnêteté bienveillante. Je te remercie de me le proposer. Vraiment, c'est une chose que je n'aime pas du tout. Donc je préfère vous laisser jouer ensemble. Honnêteté, bienveillance. Un autre exemple? Allez, prends un verre. Non, non, j'ai arrêté de boire. Attends, tu vas pas nous faire le coup que tu veux pas boire, tout ça. Ben si, je ne vais pas vous faire le coup, mais je me le fais à moi. J'ai choisi de ne plus boire. Et je vous remercie de respecter, de ne plus me proposer jusqu'à la fin de la soirée. Est-ce qu'on est d'accord? Honnêteté et bienveillance. Certains que j'accompagne déjà ont identifié ce qu'on appelle l'assertivité, mais je ne vais pas le définir ici. Je prends le temps de l'expliquer dans le programme que vous pouvez trouver sur programme.couple-heureux.com qui s'intitule « Maîtriser votre vie, le guide pratique contre la manipulation ». Et là, je prends le temps de m'arrêter sur l'assertivité, de répondre à 7 situations qui me sont présentées, dans lesquelles on s'arrête sur ce qui est bien et mal, et qu'on adopte des outils pour savoir comment faire pour être assertif, notamment par rapport à un manipulateur, mais par rapport à toute personne sous laquelle on a le sentiment de devoir s'obliger si on veut que ça passe. L'assertivité est un super outil pour faire en sorte que ça passe et que ça passe. C'est pas ça passe ou ça casse, c'est ça passe et ça passe. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez besoin de travailler sur l'assertivité, allez sur cette page, programme.couple-heureux.com, et puis achetez le programme que vous allez voir à disposition, qui s'appelle « Maîtriser votre vie », une manière de vous dire « remettez les mains sur votre volant » pour vivre une vie qui soit exempte de manipulation. Donc, première chose, honnêteté et bienveillance. Et puis donc ça veut dire que vous allez poser des limites claires. C'est comme je viens de le faire avec l'assistance sur l'alcool. Attends, tu vas bien tirer, c'est juste une taf, c'est juste un shit, ça va pas te faire péter un câble, tu vas te rendre compte. Voilà, je pose des limites. Non. Non. Attends, mais tu vas pas commencer à... Non, non, je vous remercie. Non, non, c'est pas la peine d'aller se fâcher, c'est pas la peine de taper du poing sur la table, c'est pas la peine d'aller renvoyer quelqu'un. Il suffit juste d'être au clair dans ce travail que je vous ai exposé de faire tout à l'heure. Pourquoi et pourquoi ça vous permet de répondre non en étant honnête et bienveillant. Certains disent, mais en fait, je suis honnête, et les gens, ils n'apprécient pas que je sois honnête. Oui, parce que vous êtes que honnête. Et honnête, rigide, cassant, dur, cinglant, poignardant, c'est pas cool. Ça altère la richesse de l'honnêteté. Honnête et bienveillant, ça veut dire honnête et qui veille au bien de la personne avec laquelle on fait preuve d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on va la prendre en lui voulant du bien. Et on ne la prendra en ne lui voulant du bien que si on se prend soi-même en se voulant du bien. Parce que vous avez remarqué que quand je suis honnête et bienveillant, que ce soit pour les fêtes de Noël, du jour de l'an, l'anniversaire de machin ou de grand-tante, eh bien je suis aussi en train de prendre soin de moi, de ma manière d'être en relation avec moi. Et quand je vais rentrer ce soir, et que je vais me retrouver devant le miroir à enlever mon nœud papillon, ma cravate, ma chemise ou mes mocassins, ben j'aurai une image de moi qui sera différente, j'aurai une estime de moi qui sera différente parce que j'aurai fait preuve d'une honnêteté bienveillante. L'honnêteté bienveillante, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous n'êtes pas tenu d'être hypocrite, mais vous n'êtes pas tenu d'être rentre dedans non plus. Vous pouvez ne pas être hypocrite, c'est-à-dire être authentique, et être honnête et bienveillant. Et là, vous vous faites un cadeau. Et comme vous l'offrez à vous, ben vous l'offrez aux autres. Génial, bingo, super, tout le monde y gagne. Mais vous y gagnez en premier. C'est une mentalité qui est à entretenir parce qu'elle permet de fixer des limites claires avec une sérénité qui fait du bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le programme Maîtriser votre vie, vous avez tous les volets sur l'assertivité, L', assertivité, qui vont dans cette même direction. Ça vous permet de gérer les tensions
inévitable au demeurant, avec sérénité. Vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait des tensions. Vous pouvez empêcher les tensions en vous. Mais entre vous et quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas les empêcher. Donc ça veut dire que vous allez accepter, en voulant vivre un Noël authentique, un jour de l'an authentique et n'importe quel événement de manière aussi authentique, accepter, pré-accepter avant de vous y retrouver qu'il y ait des tensions. Et pas de vous dire, ben voilà, ça y est, j'en étais sûr, oh purée, il est gonflant celui-là. Non. Non, pas la peine, c'est normal. Je savais qu'il y aurait des tensions. Ne rigolez pas non plus en disant, ah voilà, je savais qu'il y avait des tensions, il y aurait des tensions de toute façon, parce que vu qu'un tel et une telle, hein, non. Vous savez qu'il y aurait des tensions. Non pas parce que vous connaissez un tel et une telle, mais parce que vous savez que c'est propre à l'essence humaine. Vous êtes en groupe, n'importe quelle micro-société fait qu'il y a des tensions. D'ailleurs, vous êtes en couple, il y a des tensions. C'est pas à cause de votre partenaire, c'est pas à cause de vous, c'est à cause du phénomène groupe qu'il y a des tensions. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a des tensions entre vous et vous, alors que vous êtes solo. Parce que parfois vous n'êtes pas d'accord avec vous. Parce que parfois vous avez eu honte ou vous étiez fâché contre vous d'avoir été hypocrite. Et vous dites, mais c'est pas possible. T'es vraiment un lâche. Ressaisis-toi. On peut avoir des tensions avec soi-même. N'est-ce pas? Donc, vous savez qu'il y aura des tensions. Préparez-vous à ça en toute sérénité. Il y aura des tensions. Je me prépare, c'est normal. C'est pas à cause de ou à cause de, c'est à cause d'une seule chose, la mise en communauté d'humains, d'êtres vivants. Parce que je dis ça, vie humain, mais c'est pareil pour les animaux. C'est valable pour la végétation. Et les tensions. Si vous allez dans une pinède, vous avez remarqué que quand il y a beaucoup de pins, que ce soit des pins parasols ou des pins sylvestres en montagne, qu'est-ce qu'il y a sous les pins qui poussent? Pas un péco. Rien. Pourquoi? Parce que quand des pins ont commencé à s'étendre sur un territoire, ils vont veiller à sécréter un acide qui empêche tous les végétaux de pousser. Plus ils sont prêts, entre eux, les pins, moins il y a de végétaux dessous. Ils ont trouvé un moyen d'étouffer la vie des autres. Alors on pourrait parler de tension sur le plan biologique. Mais c'est comme ça. Dites-vous qu'il y a des tensions, c'est comme ça. J'accepte qu'il y ait des tensions. Comme en couple, quand il y a des tensions, c'est comme ça. Et un des moyens de vivre un Noël dans cette stratégie de vie authentique où je veux être en famille et en couple, dans une relation dans laquelle je sais qu'il y aura des tensions, je fixe des limites claires et être honnête et bienveillant, eh bien ça permet de créer une manière d'être en couple qui corresponde à ce que vous voulez davantage, ou ce qui se rapproche de ce que vous voulez. Et vous pouvez co-créer cela avec votre partenaire en disant, voilà, Noël arrive, Noël approche, comment tu veux vivre les choses? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te branche? Qu'est-ce qui te déplaît? Et on peut se placer comme ça à l'écoute pour même faire en sorte de créer des traditions. Jusqu'à maintenant, on a passé Noël à telle heure avec un tel et un tel, et puis tel jour, le 25, c'était avec un tel et un tel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu veux apporter des changements à ça ou est-ce que ça te convient? Moi, ça ne me convient pas. De ci et de ça ne me conviennent plus. Je voudrais changer tel et tel paramètre. Pour quelle raison? Parce que, et prenez le temps d'avoir réfléchi avant, l'idée c'est pas d'aller casser les pieds de tout le monde ou de ruer dans les brancards, on est bien d'accord. L'idée c'est d'être authentique, honnête et bienveillant. Donc vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous amenez sur la table la réflexion, même si vous n'avez pas de piste, mais vous savez pourquoi vous voulez. Et je préfère même d'ailleurs que vous n'ayez pas de piste. Et que ce soit un travail coopératif, de co-création, entre vous et votre partenaire pour faire en sorte que le Noël que vous allez créer, le jour de l'an que vous allez créer, vous corresponde à vous tous les deux. Et puis, vous pouvez en même temps, puisqu'on est dans cette honnêteté bienveillante, faire preuve d'une flexibilité respectueuse. Vous voyez cette tension? Je me respecte et en même temps, je suis conscient que je ne peux pas avoir que du non négociable, autrement c'est difficile. D'ailleurs, il y a un podcast qui s'intitule Le non négociable, que j'avais fait à la suite d'une série sur les relations toxiques. Je vis des relations toxiques, je veux sortir de relations toxiques, comment couper les ponts, comment renouer le dialogue, et la cinquième, le négociable et le non négociable. Donc si ça peut vous intéresser, allez écouter ce podcast qui là est gratuit, parce que ça s'agit d'un podcast. Et puis, j'étais en train de vous dire que vous pouvez être flexible et respectueux. Ça veut dire que vous êtes
d'office conscient que vous avez à vous ouvrir, au-delà du non négociable, à une flexibilité. Ok, là-dessus, je veux bien. Et puis là aussi, pourquoi pas, d'accord. Est-ce qu'on peut faire un mi-chemin? On peut en faire moins. Qu'est-ce que tu penses si on va jusque-là, mais pas là? Et puis qu'on intègre ça? Ok, bah écoute, oui, j'entends. Oui, moi ça me va. On peut effectivement faire ci comme ça. Oui, bon, ok, on fait le point. On va voir ce que ça donne après. On est dans une flexibilité respectueuse. Ne soyez pas dans la rigidité. C'est comme ça, c'est pas autrement. Pour moi, c'est tout ou rien. C'est noir ou blanc. J'appelle ça du racisme. J'ai la bonne couleur pour en parler. Si vous faites ça, non. C'est le moyen de bloquer, de verrouiller, de faire preuve d'une résistance que je n'aime pas. Parce que ça ne permet pas de construire. Et je préfère que vous soyez au clair sur ce que vous ne voulez pas. Super. Et qu'en même temps vous soyez au clair sur ce que vous voulez. Ne venez pas seulement avec ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est la résistance. C'est empêcher. Soyez au clair sur ce que vous voulez. Et là, vous proposez de la conductance, de l'aspiration, de l'ouverture. Vous tendez la perche. Vous permettez les opportunités, ou vous ouvrez, vous saisissez des opportunités. Donc, je préfère que vous soyez dans cette dynamique-là. Et ça veut dire que vous serez en mesure d'offrir un cadeau, par exemple, et d'accepter que le cadeau ne plaise pas. Et pas de dire, bah, t'es gonflé, attends, j'ai cherché pendant un mois à t'offrir ça, je te l'offre, et toi, ce que tu trouves à dire, c'est que, non, ce ne serait pas de la flexibilité respectueuse. Ce ne serait pas de l'honnêteté bienveillante. Quand vous offrez un cadeau, que vous préparez un repas, vous accueillez des gens, vous mettez une jolie table, vous habillez superbement bien, etc. Acceptez que ça ne plaise pas. Acceptez que ça ne convienne pas. Acceptez que des gens trouvent à redire. C'est de l'honnêteté bienveillante dont ils font preuve. Supposez qu'elle soit pas même bienveillante, c'est pas parce que les autres ne sont pas honnêtes bienveillants, mais qui sont honnêtes cassants que vous devez être honnête cassant. Vous pouvez être honnête bienveillant face à quelqu'un qui est honnête cassant. Et peut-être que ça peut être intéressant pour sonner une cloche dans votre oreille pour vous dire, ah oui, quand tu es honnête cassant, Pascal, ça fait ça. Ah oui, c'est désagréable, j'entends bien. Et ça peut faire ça chez quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça fera la même chose parce que je ne suis moi que moi. L'autre n'est pas moi. Mais il peut ressentir une blessure quelconque que je ne voudrais pas qu'il ressente. Même si je ne suis pas maître de ce qu'il ressent, mais je vais veiller à ce que j'envoie soit de l'honnêteté bienveillante pour prendre soin de l'autre. Et avant tout, vous avez bien compris, prendre soin de moi. Donc j'accepte que l'autre ne veuille pas le cadeau. J'accepte même que l'autre ne veuille pas venir à Noël sans dire, ouais, de toute façon, lui, il est casse-pied, il est chiant, de toute façon, il est comme ça. Non, pas besoin de cataloguer, il ne veut pas. Ce serait trop rapide de dire qu'il ne veut pas parce qu'il est. Il ne veut pas parce qu'il ne veut pas. Et si je veux savoir pourquoi il ne veut pas, je prends le téléphone, ou je lui envoie un email. J'ai appris que tu ne voulais pas venir. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas? Je préfère ça plutôt que de l'enfermer dans quelque chose qui, au demeurant, risque fortement de porter une part de fausseté. Parce que c'est moi qui présuppose que les raisons pour lesquelles il ne veut pas, il ne vient pas, sont telles et telles et telles qui ne m'ont pas été données par l'intéressé. Je me souviens, c'est Noël dernier, je crois, où, comme je l'évoquais tout à l'heure, on était toute la famille et un de mes neveux a voulu rester chez lui. On s'est intéressé de savoir pourquoi il ne voulait pas être présent, en même temps en se disant, c'est essentiel de s'ouvrir au respect de la personne. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas qu'il ne nous aime pas. Il ne vient pas parce qu'il ne vient pas. Un. Deuxièmement, on s'interroge, pourquoi tu ne veux pas venir? Parce qu'il y a le poids du tous ensemble qui est là, cette injonction de devoir. Oui, il était dans les 23% des 18-24 ans, parce qu'il est dans cette tranche d'âge-là, qui fait que non, il ne voulait pas ce poids. Il aurait voulu que Noël soit déjà passé. Enjamber Noël et le jour de l'an, avec une seule foulée. Tellement c'était pénible. Et nous avons choisi de le respecter, en étant honnête et bienveillant avec lui. On lui a dit qu'on trouvait dommage et tout ce qu'on avait pensé.
Et en même temps respecter le fait qu'il ne veuille pas venir. Est-ce que c'est parce qu'on a respecté le fait qu'il ne veuille pas venir que cette année il veut venir? Je ne sais pas. Et je lui poserai peut-être la question, mais même si je ne la lui pose pas, j'apprécie qu'il veuille, comme j'ai apprécié qu'il se respecte en ne venant pas. Je voudrais qu'on soit dans cette démarche vis-à-vis de nos proches, amis, famille, conjoints, même conjoints. Allez, viens, on est mariés femmes quand même, on va pas aller chez mes parents sans toi, et pourquoi pas? Et le fiston qui veut pas venir? Ah non, c'est impensable, on ne peut pas laisser le fils à la maison. Et pourquoi pas? Ah, il est trop jeune pour rester à la maison tout seul. Est-ce qu'il veut fêter Noël avec un de ses amis? Pourquoi pas? J'entends des résistances. Ça craque chez vous, ça grince. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pourquoi pas? Je ne vous dis pas de le faire, mais je vous invite à réfléchir pour être dans cette flexibilité respectueuse de vous-même et flexibilité respectueuse de votre partenaire, de votre fils, de votre fille, de votre mère, de votre père, de votre beau-père. Parce que dans les familles, parfois, on n'a pas envie de voir l'autre. Est-ce qu'on va se renier soi-même pour faire plaisir à quelqu'un? C'est pas dommage, ça. Parce qu'en soi, renier, c'est pas positif. On n'encourage pas ses enfants à renier. Tu sais, dans l'éducation, je t'explique, si tu peux te renier toi-même, parce que comme ça fera plaisir aux autres, c'est pas généralement le discours parental. Et pourquoi nous le faisons? Pourquoi le faire? Ne le faisons pas. Je crois qu'on peut faire le deuil du tous ensemble aussi. Ça peut vouloir dire qu'on peut se rassembler pour une fête, vraiment Noël, jour de l'an, que sais-je, et accepter qu'on ne fasse pas tous la même chose au même moment dans la même pièce. Peut-être qu'il peut y avoir un repas vegan, un repas végétarien, et un repas carné, et un repas poisson. C'est une chose qui me frappe quand même considérablement de ce que me dit ma fille cadette qui vit à Amsterdam, de voir que dans son entreprise, c'est une évidence de respecter les régimes alimentaires de tout le monde. Alors on peut avoir, toi tu as cette sensibilité-là, regarde, il y a tout ce buffet pour toi qui a cette sensibilité alimentaire. Et puis toi tu as plutôt ce désir alimentaire, regarde, tu peux te servir de tout ça. Pourquoi le même menu pour tout le monde? Attends, tu vas pas me dire que tu vas pas manger de la dinde parce que tu as choisi d'être végétarien l'année dernière. Bah oui, j'entends bien, mais tu peux quand même faire l'exception, c'est Noël. Pourquoi? Est-ce que tu peux ne pas te respecter toi-même et être malhonnête avec toi-même, te dérespecter pour nous faire plaisir? Non. On a vraiment à apprendre cette flexibilité respectueuse. Je vous le souhaite pour ce Noël, qu'on puisse tendre le micro au désir des uns et des autres, qu'on puisse s'ouvrir à ce qu'on ne soit pas dans le tous ensemble systématique, que l'on se prépare à savoir pourquoi on veut vivre ce Noël-là, le pourquoi du passé, le pourquoi de l'avenir, et du présent bien évidemment. On peut se projeter dans une idée d'accepter qu'il y ait des choses qui ne nous plaisent pas. Ces deux principes, le repas, les cadeaux, la présence d'un tel et la présence de l'autre. On peut accepter que des personnes ne viennent pas et s'y préparer. Parce qu'en réalité, quand on s'y prépare vraiment, on vit mieux les choses. Se préparer à aimer les gens tels qu'ils sont nous permet de mieux vivre la relation avec nous-mêmes et avec les autres. Se préparer à mieux s'accepter soi-même tel que l'on est. Ça nous permet de mieux vivre la relation avec nous-mêmes puis avec les autres. Et de ne pas verser vers un Noël dans lequel on sera hypocrite. Mais opter pour un Noël dans lequel on sera authentique, vrai, proche de soi, connecté à soi-même, et donc en meilleure connexion avec les autres. Et dont on aura un souvenir incroyablement différent des Noëls précédents. Plus d'obligations. On se sentira à l'aise de dire que on apprécie le cadeau qui nous a été offert, parce qu'on apprécie le geste, l'intention, mais qu'on n'aime pas le cadeau. Est-ce que ça te va si je le change? Est-ce que peut-être tu veux le changer pour moi? Je préférais quelque chose qui ressemble à ceci ou à cela. Préparez-vous à ça. Préparons-nous à ça. Je me mets dans le même panier que vous parce que j'ai besoin d'y travailler aussi pour moi-même. Parce que c'est un moyen de semer de l'amour pour moi, comme de semer de l'amour pour les autres.
Vous avez compris que dans ce podcast, on touche au plat de résistance du fait que aimer, ça s'apprend. Construire un couple heureux, ça s'apprend. Comme aimer, ça s'apprend. Inscrivez-vous dans cette dynamique personnelle pour vous. Inscrivez-vous dans cette dynamique pour vos enfants. Inscrivez-vous dans cette dynamique pour votre partenaire. Vous dire, mais j'ai besoin que tu m'apprennes à t'aimer. Parce que je vous assure, que ce soit Noël, jour de l'an, fête d'anniversaire, de mariage, l'anniversaire de grand-tante ou de grand-maman, vous vivrez de meilleurs moments. Vraiment. De bien meilleurs moments. Si vous vous êtes équipé parce que vous avez appris à aimer, que vous êtes en plus dans votre poche, dans votre cœur, dans votre chair, capable d'incarner l'honnêteté bienveillante, ça sera énorme. Ça sera énorme. Vous avez de quoi mettre des commentaires, des questions, des remarques au bas de cette transcription. Vous ai dit que vous aurez aussi le 10 décembre à 20h30 la possibilité de suivre ce webinaire de 30 minutes, 20h30, 21h, allez 21h15 avec les questions et les réponses sur aimer, ça s'apprend, avant de vivre le 15 décembre le prochain webinaire live, qui là durera un peu plus, ce sera plutôt autour des 1h, 1h30, sur un sujet très spécifique. J'en ferai communication sur les réseaux, vous aurez tout loisir de savoir quel est le sujet. D'ailleurs, si vous avez un souhait, je me soumettrai à votre proposition de sujet en priorité, même s'il y aura sans doute débat parce que vous serez plusieurs à en proposer. Je recueillerai tout pour aborder un sujet aussi complexe, aussi difficile, aussi pointu, aussi large soit-il, le 15 décembre pour le webinaire live d'1h à 1h30, le grand webinaire live mensuel. Mais d'abord, vous avez rendez-vous avec moi le 10 décembre, mardi 10 décembre à 20h30 pour le webinaire Aimer, ça s'apprend. Bien évidemment, avant qu'on se sépare, vous faites marche arrière sur la vidéo, vous regardez vos notes, vous relisez, vous notez pour vous inscrire dans un Noël, jour de l'an, anniversaire, fête et tout ce qui vient, dans lequel vous serez authentique, vrai, vous, dans votre beauté profonde et intérieure, celle que vous avez acceptée en tant qu'individu, et que vous êtes prêt à présenter à ceux que vous allez rencontrer. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Pour travailler plus à fond sur votre couple, je vous encourage à aller visiter le blog qui s'intitule couple-heureux.com et puis celui qui s'intitule programme.couple-heureux.com sur lequel il y a des programmes disponibles, notamment le premier, Maîtriser votre vie, le guide pratique contre la manipulation. Faites votre shopping, visitez, cherchez, posez vos questions, déposez vos remarques. Et puis peut-être que vous ressentez le besoin d'être accompagné parce que vous êtes conscient de ne pas avoir les outils pour traverser le passage dans lequel vous êtes. Ne restez pas seul. Vous pouvez aller sur le blog couple-heureux.com, dans Go, je passe à l'action, je vous accompagne, prendre rendez-vous avec moi pour me présenter la situation et on voit ce qu'on va faire ensemble, ce que je peux vous recommander, là où j'ai peut-être des outils à vous donner pour vous accompagner, des programmes vers lesquels je peux vous retourner pour que vous avanciez, que vous progressiez dans votre bonheur conjugal. Vous avez rendez-vous avec votre succès. Alors allez le chercher.